Bonsoir à tous et bienvenue sur Public Sénat pour ce deuxième numéro de Dialogue Citoyen. Bonsoir Rebecca. Bonsoir Henriane, bonsoir à tous. Vous connaissez maintenant le principe. Nous sommes ensemble pendant 1h30. 9 citoyens, 6 sénateurs pour échanger et tirer ensemble les enseignements du grand débat national. Et oui, 2 mois de débat un petit peu partout en France, dans de nombreuses communes, des cahiers de doléances, des contributions sur Internet et tout cela sur fond de crise sociale exprimée par le mouvement des Gilets jaunes. C'est donc le moment de faire le bilan de cet exercice inédit en France. Comment les citoyens ont-ils vécu ce moment de démocratie? Pourquoi certains ont-ils choisi de ne pas se prêter au jeu? Nous poserons toutes ces questions à nos invités ce soir. Et puis vous le savez, Dialogue Citoyen, c'est aussi sur les réseaux sociaux. Nous retrouverons tout au long de l'émission notre youtubeur Hugo Travers sur la chaîne Acropolis, diffusée sur Twitch. Il nous fera le point sur vos réactions en ligne. Et pour réagir sur Twitter, c'est #Dialogue Citoyen. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur la page Facebook de Public Sénat, où l'émission est d'ailleurs diffusée en direct. Sachez enfin que ce programme est disponible pour les sourds et malentendants. Voilà, vous savez tout du programme de l'émission. On va tout de suite commencer le premier débat de Dialogue Citoyen. 5 invités sur ce plateau. On commence par Katia Gugère. Bonsoir. Vous avez 45 ans, vous êtes sans emploi, vous habitez à Fumé. C'est une petite ville des Ardennes, à côté de Charleville-Mézières. Vous êtes la coordinatrice locale du mouvement des Gilets jaunes et vous étiez sur les ronds-points et vous avez participé au grand débat. David Reviriego, bonsoir et bienvenue à vous également. Vous avez 21 ans, vous êtes étudiant à Paris, vous avez été tiré au sort pour la synthèse des contributions lors de la conférence dédiée aux jeunes. Vous vous êtes prêté au jeu il y a tout juste quelques jours, donc vous allez nous raconter votre expérience dans un instant. Marie Bèche, bonsoir. Vous avez 19 ans, vous êtes étudiante en histoire, philosophie et sciences politiques à Champigny-sur-Marne. C'est dans le Val-de-Marne. Vous avez grandi à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Le grand débat vous a donné de l'espoir, un espoir vite déçu. Vous nous direz pourquoi. Face à vous, Mathieu Darnaud, bonsoir, sénateur LR de l'Ardèche. Bienvenue à vous également. Et Olivier Jacquin, bonsoir, sénateur socialiste de la Meurthe-et-Moselle. Katia Gugère, vous êtes donc une gilet jaune de la première heure, on a envie de dire. Vous êtes notamment très concernée par le prix des carburants. Vous vous êtes prêté au jeu du grand débat. Si vous deviez faire un bilan de cette expérience, quel serait-il? Alors le grand débat, on l'a fait. On l'a fait début février, exactement. Alors on s'est prêté au jeu tout en sachant que c'était de l'enfumage. Les choses sont dites. C'est dit, voilà. Enfin, on savait très bien que c'était en fumage. Après, on nous donnait, comme j'avais dit sur une autre émission, on nous donnait la parole. Donc, on a pris cette parole. Pourquoi de l'enfumage alors? Parce que déjà, au niveau de l'organisation, c'était des thèmes avec des questions qui avaient... comment ? Des questions orientées. Orientées, donc en fait, on n'avait pas trop de possibilités de réponse. Enfin voilà, on était un peu, c'est comme si j'en discutais avec un monsieur dans un entonnoir en fait. On avait un entonnoir et on pouvait pas. Donc nous, ça a été, donc on a fait ce débat citoyen, mais avec notre organisation. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de table. Il y avait un maître de séance, on n'a pas fait de table. On a refusé de faire les tables. Et on avait nos revendications à nous et on est arrivé avec nos revendications. Et globalement, il y a quelque chose de positif qui en ressort. Je ne sais pas, peut-être du lien social qui a pu se recréer, des rencontres avec des gens, se rendre compte que d'autres personnes ont les mêmes difficultés que soi. Ah oui, oui. Ah oui, c'est évident. Donc ça, c'est du positif. Vous nous parlez de vos revendications. En 2 mots, c'est quoi vos revendications? La TVA, la TVA sur les produits de première nécessité, le gasoil. Moi, je viens de la Vallée. Il a encore augmenté de 5 centimes. Et on a les moyens de transport, c'est une catastrophe. Donc on est obligé de prendre la voiture. C'est plein de choses. Il y a plein de choses. J'ai pas pris mes revendications, mais j'ai ma feuille. Mais on a plein de revendications. Mais déjà, les produits de première nécessité, baisser la TVA, quoi. Sur la question des gasoils, j'allais dire, on est ici au Sénat, ça fait un peu plus d'1 an et demi que nous tirions le signal d'alerte. C'est un de nos collègues, Jean-François Husson, qui avait dit lors du projet de loi de finances qu'il fallait faire très attention parce qu'on allait voir les conséquences. Nous sommes aujourd'hui sur le débat sur les mobilités. Donc ce que vous dites,
C'est le cœur du sujet de ce qu'on examine aujourd'hui. J'ai défendu la semaine dernière un amendement. Je viens du seul département de France qui n'a en son sein pas 1 kilomètre d'autoroute, pas 1 kilomètre de voie express, pas 1 kilomètre de train de voyageurs. Pourtant, 330 000 personnes vivent. On a aussi, par rapport à ce que vous disiez, des zones de montagne. On imagine bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas ou quasiment pas de transport alternatif. Donc, il faut aussi savoir, et je rejoins ce que dit Madame, c'est-à-dire qu'il faut savoir aussi faire le distinguo entre celles et ceux des Français qui n'ont pas d'autres moyens que la voiture pour se rendre au travail. D'ailleurs, ça a été un des arguments qu'on a avancé, c'est de dire il ne faut pas taxer le travail, mais on taxe très directement aujourd'hui au travers du diesel le travail et nos concitoyens qui sont pénalisés. Donc, encore une fois, je crois que cette réalité que nous avons vécue et que nous continuons à vivre, même si, pour ma part, je considère que le dialogue citoyen, il doit avoir lieu tout au long de l'année. Et moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on donne une solennité à cette période, à ces grands débats, alors que si on veut avoir à la fois une démocratie apaisée... Tout à fait, mais ce que je veux dire, c'est que M. Macron ne doit pas oublier qu'on est dans une démocratie représentative et qu'il se tourne subitement vers les maires et que c'est aux élus d'entretenir au quotidien ce débat. Et que les sujets qu'on évoque, croyez bien que moi, je les vis au quotidien sur mon territoire, même si on est sénateur et même si, contrairement aux députés, nous ne représentons pas toute la population, mais les élus que nous représentons, les territoires, ce sont des situations que nous vivons au quotidien et que l'on a alerté. L'une des questions aussi qui ressort, et peut-être Katia Gugère, vous allez m'approuver ou pas, mais c'est aussi, est-ce que vous vous sentez représenté? C'est ça. C'est ça. Vous vous sentez représenté ou pas? Non. Non. Mais sur cette question précise, moi je l'entends, je crois d'ailleurs que c'est le moment de poser ces sujets. Je pense que ça montre deux choses. Ça montre que dans notre pays, on a besoin, dans un temps où notamment les réseaux sociaux ont pris le pas, sur la façon que les Françaises et les Français ont de communiquer, d'échanger. Nous devons, nous, redoubler d'efforts, élus que nous sommes. C'est une remise en question, moi je l'entends complètement. On ne doit pas arriver devant vous avec des certitudes en vous disant « mais si, madame, si vous avez ce sentiment, c'est à nous de nous interroger ». Moi, ce que je vous dis en revanche, c'est que sur le fond, et ça, vous pouvez regarder, si vous avez le temps de le faire, les débats que nous avons animés ici au Sénat, ce sont des choses très concrètes. Et on l'a dit avec vos mots, ni plus ni moins. On a alerté le gouvernement et on continue à le faire. Après, il faut effectivement des décisions, mais je crois qu'il faut revenir à... Pour moi, ce qui est l'essentiel quand on est élu, c'est conjuguer le dire et le faire. On dit mais je vais répondre à Katia, si vous le permettez, sur la question est-on bien représenté? Parce que je l'ai dit déjà ici et je l'ai dit chez moi. Chez moi, ça ressemble aux Ardennes, Thiaucourt. Je l'ai dit à des gilets jaunes. Moi, je suis sénateur, je ne suis pas un politique professionnel. J'ai un vrai métier, je suis agriculteur, je suis ici depuis 1 an et demi. Mon exploitation tourne toujours. Et j'étais avant président de communauté de communes. Et ma découverte en venant ici, c'est que ce ne sont pas tous les Français qui sont là. C'est encore pire à l'Assemblée nationale en termes de représentation politique et parlementaire. Certaines catégories sociales sont moins représentées que d'autres. C'est quelque chose qu'il faut absolument faire évoluer. Je vais vous dire, dans les débats de cette semaine sur la loi des mobilités, sur des sujets importants comme le pouvoir d'achat, on avait moyen d'envoyer des signaux très très forts. Par exemple, il y a dans le texte le forfait mobilité durable. C'est ceux qui travaillent, qui peuvent être partiellement remboursés de leurs frais de transport. On n'a pas trouvé un consensus fort, sous prétexte que ce sont les entreprises qui remboursent ça. On n'a pas trouvé d'accord, Mathieu, je suis désolé de le dire. Et ça m'inquiète. Alors, le temps file. Ou encore, madame, c'est extrêmement important. Sur la fiscalité punitive, la fiscalité sur le gasoil est quelque chose de punitif. J'ai pu le dire à M. Macron, quand je fais le plein de ma voiture, moi j'ai le sentiment de rembourser l'annulation de l'impôt sur la fortune. C'est un dialogue qu'on voudrait instaurer entre vous et les citoyens. Peut-être que David Reverigo a envie de réagir. Vous avez, on le disait, vous avez été tiré au sort, justement. Peut-être vous pouvez nous faire part de votre expérience et réagir à ce qui vient d'être dit. D'abord, moi, peut-être sur la représentativité, parce qu'en fait, vous n'avez pas vraiment répondu, je trouve, à la question. Nous, c'est pareil, chez les jeunes, honnêtement, ce ne sont pas représentés. Au Sénat, j'en parle encore moins. À l'Assemblée nationale, c'est compliqué. Le taux d'abstention, moi, je vote, mais je suis presque marginal parfois chez mes amis à voter. Et il y a un problème, je trouve, de représentativité et peut-être aussi de décision publique, d'action publique. C'est-à-dire qu'on le voit, les décisions, elles sont prises très bien par des sénateurs, par des députés,
mais honnêtement, sans beaucoup de concertation auprès des jeunes. C'est comme si moi, je prenais des décisions pour des personnes âgées. Quelle légitimité j'ai, à part mon mandat évidemment, pour connaître la vie de ces personnes âgées. Et il y a un vrai problème et on se sent pas représenté. En tout cas, on a l'impression que les mesures qui sont pensées ne sont pas pensées pour nous, avec nous. Et il y a un vrai problème de concertation. Et donc je ne suis pas forcément d'accord avec Katia, mais c'est pas très grave quand on dit que c'est de l'enfumage, parce que le gouvernement a peut-être du mérite quelque part. C'est pour la première fois sous l'histoire de la Ve République, c'est de véritablement essayer, je dis bien essayer, d'associer les citoyens à la décision publique. Et honnêtement, je trouve ça audacieux. On verra ce qu'il en ressort, mais je trouve ça audacieux. Et que ce soit le Vous PS. voudriez des débats plus fréquents, Bien peut-être ? sûr, et que ce soit le PS, vous avez été dans l'opposition, je crois. Vous non, parce que vous êtes récemment élu, mais monsieur Darnaud, vous avez été dans l'opposition. Honnêtement, vous n'avez pas eu le courage d'organiser des débats comme ça dans l'opposition. Pourtant, il y a eu des crises sociales. Donc honnêtement, moi, je remercie le gouvernement juste pour ça. Après, on verra. Mais juste pour nous associer et faire confiance un petit peu aux jeunes. Bravo David, parce que vous êtes un jeune engagé. Et en tout cas, vous avez envie. Et votre interpellation, elle est fraîche. Fraîche, satisfaisante, hein, je pense. Je crois que les citoyens, ils doivent être engagés. Et franchement, les jeunes qui viennent de défiler dans les rues au nom de la lutte contre le réchauffement climatique. Ça, c'est génial. Et je peux vous dire que ça a de l'influence ici. Pas assez à mon goût. Mais il faut, là où on est, agir politiquement et manifester, comme vous avez pu le faire, sur le pouvoir d'achat, pour plus de justice fiscale ou contre le réchauffement climatique, ou visiblement, vous, pour des idées démocratiques et fortes, il faut le faire. Il faut faire évoluer les choses pour que la démocratie représentative, qui est indispensable, prennent mieux en compte nos concitoyens. On n'est plus comme il y a 2 siècles, on a les réseaux sociaux, on a Internet, on peut communiquer autrement, on pourrait faire en sorte que les citoyens soient plus régulièrement associés. David Rodrigo, peut-être vous voulez lui répondre ? Ok, je parle pas. Oui, je suis d'accord avec vous, mais il y a un côté, la démocratie en fait. Vous parlez de faire plus de débats publics et qu'on sait bien d'être engagé. Je suis d'accord, je suis très fier d'être engagé, mais pourquoi on s'engage là et pourquoi les jeunes vont marcher ? Parce qu'il y a urgence pour le climat. Pourquoi les gilets jaunes se mobilisent ? Parce qu'il y a urgence, parce qu'ils n'en peuvent plus. Donc est-ce qu'on est obligé, en France, d'aller on n'en peut plus, d'aller jusqu'à l'urgence pour juste demander la vie aux citoyens ? Mathieu Darnaud, parce que vous avez été directement interpellé, une réponse. Je veux quand même réagir là-dessus parce que, en fait, ce qui se passe, c'est très intéressant. Parce que, entre ce qu'on a entendu au tout début de l'émission et ce que vous portez, ça peut se concilier et ça peut tout à fait s'opposer. La question climatique, quand vous la posez dans des territoires ruraux comme les miens, elle est vécue quand vous parlez taxe carbone, elle est vécue quand vous parlez taxation de l'essence, parfois comme punitive. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est très bien de faire de la concertation. Et vous dites, on n'a pas fait de concertation. Vous savez, j'ai été maire pendant 10 ans. Il n'y a pas un projet que j'ai fait sans concertation dans ma commune. Donc, il ne faut pas non plus qu'on tombe des fois dans des discours qui sont par trop caricaturaux, considérant qu'on aurait découvert à travers le dialogue du gouvernement réinventer la confrontation entre Françaises et Français. Juste si vous me laissez 30 secondes, je pense qu'il faut aussi qu'on ait un dialogue qui soit apaisé et qu'on comprenne bien que ceux qui vivent dans les Ardennes n'ont pas forcément les mêmes préoccupations qui vivent à Bordeaux ou à Paris. Et qu'il faut arriver à mettre les Français autour de la table et il faut arriver aussi à des moments à trouver des points d'accord parce que les problématiques des territoires sont parfois spécifiques, elles se conjuguent et parfois elles s'opposent. Monsieur Darnaud, pour avoir un débat juste apaisé, il ne faut pas opposer les gens comme ça. Pourquoi vous opposez Katia ? Pourquoi vous opposez les citadins aux ruraux ? Mais je n'oppose pas, je dis simplement qu'à des moments, il faut être en capacité aussi d'entendre que les solutions ne s'adaptent pas partout de la même manière. C'est surtout pas opposer, au contraire, c'est entendre les uns les autres. Parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment que c'est pas fait. Moi, je vais me permettre d'intervenir. Voilà, alors concernant le grand débat, j'ai un constat qui est assez mitigé, dans le sens où j'ai été très déçue de constater qu'aujourd'hui, il a fallu faire, et c'est la vérité, faire peur à l'État et le pousser à bout pour avoir cette fenêtre d'ouverture. Aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir ouvrir un axe de discussion, un axe de concertation entre les citoyens et les politiques, même si cet axe reste assez mitigé. Mais il s'est fait sous la pression, il s'est fait sous le... Pour vous, il faut la maintenir, cette pression ? Faut continuer. Pour moi, c'est indispensable de la maintenir parce qu'aujourd'hui, à la fin du grand débat, si on arrête tout, tout se terminera. Et voilà. Et je me permets de dire que la question, c'est pas tant est-ce que le grand débat sert à quelque chose, c'est qu'est-ce qui va en ressortir. Aujourd'hui, on est à la fin du grand débat. Aujourd'hui, on a un président qui a été très écrasant pendant le grand débat et qui
connaissait très très bien ces dossiers. Et on n'a pas assisté à un débat, selon moi, on a assisté à un question-réponse. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de la fin de ce débat? Des conclusions d'Emmanuel Macron? Alors, malheureusement, Emmanuel Macron m'a déçu en affirmant qu'il ne rétablirait pas l'ISF. Aujourd'hui, on parle de transition écologique. Je suis très impliquée en écologie, mais venant de banlieue, je peux vous dire que c'est l'une des raisons pour lesquelles la banlieue n'a pas participé. C'est que des gens qui ont du mal à remplir leur frigo, qui ont du mal à terminer leur fin de mois, l'écologie, c'est à milieu de leurs préoccupations. Aujourd'hui, on se demande pourquoi ce que je disais. On se demande pourquoi les banlieues n'ont pas participé aux Gilets jaunes, au grand débat. C'est qu'aujourd'hui, la hausse du carburant, il faut déjà acheter une voiture, il faut déjà avoir de quoi se nourrir. Donc moi, je viens d'un milieu... alors, j'ai eu la chance d'avoir une très bonne évolution, j'ai eu la chance d'être à la fac et c'est génial. Mais aujourd'hui, même avec tout ça, chaque jour, mes amis et moi, dans ma promotion, on se demande est-ce que demain on aura un travail ou est-ce qu'on finira à Pôle emploi. Aujourd'hui, moi, je travaille, je suis impliquée dans mes études, je suis impliquée en politique notamment. J'ai passé le concours Sciences Po. J'ai refusé de passer à Sciences Po pour une raison qui est très très simple, c'est que je voulais essayer de changer le système et que je me suis rendu compte que quand on est intégré dans le système et quand on profite du système, on ne veut plus le changer. Aujourd'hui, je reviens sur ce qui a commencé toute cette effervescence, c'est la hausse du carburant. Aujourd'hui, on pourrait essayer de passer, de faire une transition vers l'électrique. On ne le fait pas parce que l'État touche 30% sur le carburant. Alors là, on touche à un point précis, mais je voudrais qu'on revienne peut-être sur le fait que ce grand débat ait peut-être été un peu exclusif des banlieues qui, effectivement, ne se sont pas impliqués dans ce grand débat. Olivier Jacquin, vous avez... Moi, je partage. J'ai vu les statistiques de qui a participé au grand débat. Ça a été très étudié. C'est une certaine France. Voilà. Et ce n'est pas la même que la France des Gilets jaunes. Maintenant, convenez, Marie, qu'il y a deux aspects satisfaisants. C'est que celui qui se prénommait Jupiter s'est rendu compte que le débat avait des vertus, et ça, je suis pleinement d'accord. Moi, j'ai été dans des réunions, dans de nombreuses réunions, je suis allé sur des ronds-points de Gilets jaunes pour discuter, parce que c'est extrêmement important de faire du lien. Puis il a découvert aussi qu'il y avait des communes qui étaient des portes d'entrée dans la démocratie, et que ça me semble être des points positifs. Je voudrais réagir à ce que vous venez de dire subrepticement. Vous avez dit, quand on est dans le système, on ne veut plus le changer. Non, si, c'est très bien ce que vous dites. C'est intéressant. Parce que moi, si je suis là, j'ai des convictions. Moi, je suis engagé en politique parce que je ne supporte pas les injustices. C'est mon combat, c'est personnel comme ça. Et je n'oublie jamais, chaque matin, quand je me lève, que je suis là pour ça. Et je crois, cette semaine, par exemple, dans le débat sur les mobilités, avoir fait de nombreuses propositions pour montrer ces injustices. Par exemple, on vient de parler de la loi des mobilités. On n'a pas eu le droit de parler de l'aérien pour des raisons juridiques, et du fait que le transport aérien n'est pas taxé de la même manière que vous, Katia, quand vous prenez votre voiture pour chercher du boulot. Moi, je voulais qu'on envoie Katia, des la signes justice comme des ça. taxes. Mais bien sûr, bien sûr. Alors on nous a dit comme ça, oh oui, mais c'est que 2% de la pollution, c'est pas ça qui va changer le monde. Mais si, ça change tout. Une société, c'est de la cohésion. C'est le sentiment qu'on est une entité entière et qu'il n'y a pas des premiers de cordée et des derniers de cordée. Mais au niveau de mobilité, nous, on est vraiment coincés, quoi. Enfin, pour tout, il faut prendre la voiture. Quoi. Et Katia, je vous ai vu faire oui de la tête quand Marie disait il faut maintenir la pression. Mais maintenir la pression jusqu'où et jusqu'à quand? Je sais pas. Je sais pas, mais je sais pas. Depuis le 17 novembre, on est sur le front. Vous êtes prête à aller jusqu'où? Ah, moi, je suis prête à aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, ça veut dire quoi jusqu'au bout? Jusqu'à ce qu'on a quelque chose. C'est quoi quelque chose? Avec des actions, au niveau des inégalités, comme elle dit, vous savez... Plus de justice, vous dites ça. Mais c'est ça, plus de justice. Et quand vous voyez... on est vraiment dans une petite ville. Enfin, nous, on est quoi, 3000 habitants, 3500 habitants. Donc, des ronds-points, on n'a pas. Donc non, mais des ronds-points on n'a pas. Enfin voilà, des ronds-points. C'est anecdotique, mais c'est important. Mais c'est vrai. Donc on n'avait pas de rond-point. On n'avait pas de rond-point, mais on a une place où on a fait entre guillemets notre QG. Et on a fait des barrages filtrants pendant des semaines, enfin un mois complet, même du 7 jours sur 7, du matin jusqu'au soir. Et quand vous voyez des personnes qui vous amènent à manger, c'est très bien. C'est très très bien. Mais quand vous vous apercevez qu'il y a des personnes qui viennent sur votre QG pour manger, pour avoir à manger,
C'est là où vous vous dites, il y a un malaise quand même. Concrètement, quel sera le prolongement de tout cela? Vous allez monter une association, il va y avoir un aboutissement? Alors, on avait une coordination départementale qu'on a quittée parce qu'on ne se retrouvait plus dans tout ça. Donc là, on est en train de suivre la France en colère. Donc on a créé la France en colère 08. On est vraiment à suivre plus ou moins Priscilla Ludowski. D'accord. Voilà, parce qu'on trouve que voilà. Et des leaders des Gilets jaunes. Voilà. À l'origine du mouvement. Et elle n'est pas dans la violence. Enfin voilà. Donc on la suit et on est en train de voir pour créer une association. On a déjà mis en route les statuts. Enfin les statuts ont déjà été créés, mais je pense qu'on va partir sur une association. Vous vouliez pas supprimer le Sénat? Si, je pose la question. Je suis allé dans pas mal d'endroits où je me suis fait bousculer quand ils apprenaient que j'étais sénateur. Certains, une fois, c'était un soir, on en tient. C'est un peu la caricature dont parlait Mathieu Darnaud il y a un instant. C'est vrai qu'il y a peut-être eu aussi de la caricature de votre côté sur ces élus, où vous considérez que non, vous avez raison, ces élus sont pleins de privilèges. Et que... Quand vous allez retourner dans votre QG, ils vont pas vous dire vous êtes une traître, vous êtes allé dans... Ça, c'est un peu caricatural pour le coup, je pense. Mais je fais exprès. Marie, je me permets de rebondir. Ce qui se passe aujourd'hui, et ce que moi je vis, mais alors très mal, c'est non pas le désir de supprimer le Sénat ou quoi que ce soit, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas une démocratie qui est directe. Moi, de mes études de philosophie, je vais me permettre de rappeler la définition de démocratie: pour le peuple et par le peuple. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression d'avoir des élus, j'ai l'impression d'avoir des politiciens qui sont à milieu de nos préoccupations. Aujourd'hui, on n'est plus sur la même planète. Et j'ai l'impression que la politique de 40 ans n'a pas évolué avec sa citoyenneté, n'a pas évolué avec sa population. Et qu'aujourd'hui, on n'est plus sur le même axe de vision. L'accusation est forte, on va peut-être faire réagir Mathieu Darnaud. Non, mais c'est l'accusé, répondez. Ah non, mais j'y réponds aisément. Et de la même manière que tu posais la question tous les matins en te levant, comment tu combats les injustices et les inégalités, je crois que cette question, elle mérite d'être posée. Moi, la seule chose que j'aime à dire dans ce type d'échange, c'est comment on peut ensemble revisiter les choses. Je pense que de façon isolée, on n'y arrivera pas. Parce qu'on aura toujours la stigmatisation de la perception qu'on a des autres et de ce qu'on croit que sont les autres. Quand vous dites, par exemple, je prends un exemple, mais c'est vraiment pas... Les élus. Moi, j'ai été élu municipal. Je veux dire, il n'y a pas un jour où on ne travaillait pas à des sujets du quotidien de chacune et de chacun des Français. Ça allait vraiment des problèmes sociaux. C'est-à-dire, on recevait dans les CCAS celles et ceux qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts pour payer la cantine des enfants. Ça allait jusqu'à des problèmes de voirie. On revisitait l'ensemble du champ du quotidien de nos concitoyens. Pourquoi ne pas le montrer, en fait? Parce qu'à la télévision, dans les journaux... mais alors là, on n'est pas les médias. Là, vous tournez... Non, mais vous avez raison, mais c'est comment? Mais je crois que c'est très important ce que vous dites. Aujourd'hui, on touche du doigt la fin, à mon avis, d'une époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la démocratie, elle doit aussi se conjuguer avec les médias. Je disais perception égale réalité. Il faut casser la perception pour voir la réalité de ce qui se passe ici, dans ces hémicycles, à l'Assemblée, dans les communes. Est-ce que vous avez changé quelque chose dans l'exercice de vos fonctions? On essaie. Je vous donne des exemples très concrets. On a sollicité les élus sur plusieurs sujets, puisqu'on représente le Sénat. Maintenant, à chaque fois dans la délégation aux collectivités qu'on lance des programmes, on concerte l'ensemble des élus. La dernière fois, on a eu 17 500 réponses sur les 35 000. On a lancé une plateforme de consultation ici au Sénat. Je crois que c'est ça qui doit permettre demain de recueillir les avis des Françaises et des Français, parce que, vous me le permettrez, j'en finirai par là, on a aussi beaucoup d'avis qui sont différents. Et là, toute la difficulté de l'époque que l'on vit aujourd'hui, c'est d'arriver à faire en sorte que de revendications individuelles, catégorielles, on arrive à tirer un sens qui est un sens profond, collectif. Et comment on redonne du collectif aujourd'hui dans la société française. Alors, David Reviguero, vous qui avez participé à ces conférences régionales, censées être représentatives, censées tirer le bilan de tous les débats, est-ce que vous pensez qu'elles ont été utiles? Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Honnêtement... On ne sait pas, mais on a participé, on a joué le jeu, c'était pas facile, ça a pris 2 jours. Et en fait, on n'est pas dû parce que j'ai pris l'initiative à la suite de ces conférences, parce qu'on l'a dit, par exemple, le temps était très serré, on n'avait pas de préparation avant. Moi, j'ai fait de la préparation personnelle, mais il y en a plein qui sont venus pas préparer. Et je trouve ça parfois un petit peu hypocrite de demander à des personnes de s'engager. C'est comme si demain, je vous donne un dossier, je vous dis allez voter cette loi sans vous préparer. C'est un petit peu compliqué. Donc il y avait un côté, on se sentait un petit peu parfois pris pour des idiots, mais en même temps, on a vraiment joué le jeu. Et derrière, moi, j'ai rédigé une tribune qu'on a signée à 27 qui s'appelle « Cher gouvernement, ne laissez pas nos propositions tomber dans l'oubli ». Et justement, je vous rejoins, c'est ce qu'on fait. On s'est mobilisé, maintenant on lâche pas. On essaie justement de dire on s'est mobilisé, on est nombreux.
Puis il y avait un côté, on était de banlieue, il y avait des gens des milieux ruraux, il y avait des Parisiens, mais pas que. Et en fait, on avait vraiment un socle d'idées communes, on avait vraiment une base commune, on avait, malgré les différences, en fait, des propositions communes. Et donc on s'est dit au fond, en fait, les citoyens ont des choses à dire d'une part, ils peuvent les exprimer si on leur donne les moyens, et surtout si on joue vraiment le jeu. Et là, c'est ce qu'on essaye de pousser, à la fois que ça recommence, mais surtout qu'on nous implique plus dans les décisions publiques. Et typiquement, est-ce que moi je peux vous poser une question? Allez-y. Est-ce que demain, chacun de vous trois, vous vous sentiriez prêt à vous impliquer? Vous êtes dans 3 communes différentes, dans un conseil municipal, dans une vie d'élus, pour justement voir un petit peu. Moi, je fais partie d'une liste de l'opposition. D'accord. Je crois que les jeunes au niveau municipal. D'accord. Je crois que les jeunes, on n'attend que ça en fait. Nous, on attend que ça. On est créatifs, on attend qu'on nous ouvre les portes en fait. Honnêtement, on attend. Attendez voir, je m'excuse, mais moi j'ai bien aimé les propos de Marie qui dit que je veux plus de démocratie directe. Alors déjà, je suppose que tous les 3 vous votez. Quand je suis allé à la rencontre des Gilets jaunes, il n'y a pas beaucoup qui votaient. Et c'est génial la démocratie. Un bulletin de vote. Puis quand on est passé aux élections, on sait la force. Oui, mais d'un beaucoup veulent bulletin le de vote vote. blanc aussi. Comment Une reconnaissance du vote blanc. Mais là, oui, non, mais il y a attendez. Démocratie directe, il faudrait réfléchir ce que ça signifie jusqu'au bout. Ça signifie le mandat impératif, c'est quasi impossible. Mais entre là où on en est et améliorer les choses, il y a beaucoup de choses à faire. Et moi, je suis dans ce sens-là à faire des propositions qui permettent de mieux impliquer. Mais le système est quand même génial. On a encore la possibilité de voter, de lever la main, d'être candidat. Et c'est extrêmement important. Et vous, Marie Bèche, comment vous comptez transformer l'essai de cette période démocratique assez inédite? Vous aussi, vous avez envie de créer une association ou peut-être de taper à la porte de votre mairie, enfin concrètement? Oui. Créer une association, pourquoi pas, mais est-ce qu'aujourd'hui, avec la multiplication des associations, est-ce qu'aujourd'hui on pourrait arrêter d'être des petits groupes et essayer d'être un ensemble? Parce qu'aujourd'hui on est vraiment extrêmement dispersés. Je pense que bien sûr on est assez nombreux pour pas être d'accord, mais il faut qu'on travaille ensemble. Juste, moi j'ai un problème, je vais me permettre de changer un peu de sujet. J'ai un problème par rapport à notre représentation. Comme je vous disais, aujourd'hui on nous parle de justice, on nous parle de loi, on nous parle de ce que nous, en tant que citoyens, on est censé représenter. Mais quand moi, je vois... je vais mettre les pieds dans le plat, mais quand je vois l'évasion fiscale qui n'est pas punie chez les élus, chez les députés, quand je vois qu'aujourd'hui, on a des... L'évasion fiscale, c'est pas forcément les élus. Non, mais je prends ceux qui sont censés nous représenter. Oui. Quand je vois que la plupart de ces personnes ne sont pas punies, ne sont pas... voilà. C'est dur d'être représenté. Un sentiment d'injustice fiscale chez vous. C'est extrêmement dur. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Je pense qu'il y a un côté, c'est un peu injuste de faire culpabiliser les citoyens. Souvent, les jeunes, on dit « Ah, les jeunes ne se mobilisent pas, ils ne sont pas politisés. » Alors, les jeunes, ils sont tout le temps dans la rue, les jeunes, ils sont hyper engagés dans les associations. Oui, ils ne vont pas voter, mais peut-être qu'il faut se questionner parfois pourquoi ils ne vont pas voter. Parce que peut-être qu'ils ne sont pas représentés. David, parce que vous, à 21 ans, c'est votre première présidentielle, vous avez voté, mais vous nous dites « J'ai voté par défaut, pas par choix ». Exactement. Pourquoi par défaut? Parce qu'en fait... déjà, la proposition, on va dire, dans les programmes présidentiels, les propositions jeunes en général, c'est tout le temps la priorité nationale, mais en fait, on ne voit pas grand-chose derrière. On voit pas grand-chose derrière. Ça fait franchement, depuis que je suis né, que j'entends priorité la jeunesse. Franchement, notre quotidien, ça ne change pas. La mobilité sociale, la méritocratie, pour moi, c'est un mythe qu'on brandit, mais au final, au fond, c'est toujours la même chose. C'est toujours les mêmes qui réussissent, sinon on galère. On reste où on est né. Moi, honnêtement, je tente le CELSA, j'ai le concours demain matin écrit. Je travaille à côté. Le matin, je me lève à 5h pour travailler avant mes révisions. Un exemple très bête et qui touche beaucoup d'étudiants. Donc je suis salarié un peu moins... minute, juste pour vous donner une idée. Je suis salarié un peu moins à mi-temps et je n'ai pas le droit à la prime d'activité parce qu'il faut toucher plus de 900 €. Donc comment on fait? Honnêtement, comment on fait? On est obligé du coup de galérer parce qu'on ne va pas dans les quotas. C'est des trucs assez bêtes, mais on aurait demandé à des jeunes, on aurait fait la concertation, peut-être qu'on aurait pu réguler et adapter. Moi, je vois pas d'autre solution, Marie, que de s'engager fortement, parce qu'un des gros défauts du mouvement, c'est qu'il est totalement diffus, il ne veut pas être organisé, représenté, c'est extrêmement compliqué. Et moi, le signal que j'ai entendu, c'est de continuer mon engagement pour plus de justice, et c'est faire des propositions qui vont vers de la cohésion et moins d'injustice. Merci à tous les 5 d'avoir participé à ce premier plateau, première partie de Dialogue Citoyen.